Bonjour à toutes et à tous. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au pôle formation recherche de la Fondation Abdelacroix Saint-Simon pour les personnes extérieures. Et ce webinaire va faire suite à une série de webinaires que nous avons commencé il y a maintenant quelques temps. Donc nous avons débuté le 14 novembre dernier avec Bastien Méras autour de la thématique apprentissage et neurosciences. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, revoir en fait ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation. Donc, il suffit de vous connecter sur la chaîne et puis vous verrez ce webinaire en rediffusion. Alors, nous poursuivons aujourd'hui cette aventure que je trouve assez passionnante en explorant un lien entre apprentissage et facteurs humains. Alors, quelques mots sur pourquoi l'objet de ce webinaire. Eh bien, dans un monde en constante évolution, où les technologies, les méthodes de formation, mais aussi les environnements de travail se transforment de manière assez rapide, il est essentiel de comprendre comment les individus apprennent, interagissent et s'adaptent dans des contextes variés. Donc, ce webinaire a pour ambition de réfléchir ensemble aux enjeux fondamentaux qui se situent à l'intersection des sciences cognitives, des sciences de l'éducation et de la formation, de la psychologie, mais aussi de l'ergonomie. Ainsi, nous aborderons aujourd'hui différentes thématiques clés telles que les mécanismes cognitifs de l'apprentissage, que nous avons déjà vu en partie lors du webinaire du 14 novembre dernier avec Bastien, mais aussi les émotions et enfin l'impact des environnements et des conditions de travail sur les prises de décision. Alors que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances, découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage ou tout simplement vous inspirer, eh bien vous êtes au bon endroit. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Pour information, ce webinaire est enregistré et mis en replay sur la chaîne de la Fondation de la Croix-Saint-Simon sur la chaîne YouTube et les replays sont bien évidemment gratuits. Alors, notre objectif est de créer un espace où chacun ou chacune peut apprendre et puis peut échanger. Au cours des prochains mois, vous aurez l'opportunité d'écouter encore deux experts qui viendront vous parler de la simulation en santé le 10 avril 2025 avec Francisco Guevara. Et enfin, nous terminerons cette série avec Thomas Laplace le 12 juin 2025 de 12h15 à 13h. Et Thomas nous parlera de la place de l'intelligence artificielle dans les apprentissages. Alors, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Eh bien, faisons ensemble que ce webinaire soit une expérience enrichissante et inspirante. Et je vous encourage en fait à poser vos questions à l'issue de la présentation ou à utiliser le chat qui permettra de poser les questions directement. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et je me réjouis de partager ce moment avec vous. Pour plus de confort, je vous invite à couper vos micros pendant la présentation. Alors, nous accueillons aujourd'hui Madame Caroline Caffi. Bonjour Caroline. Bonjour Franck, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, Caroline tentera de relever le défi en parlant de la place du facteur humain dans les apprentissages. Alors, Caroline, tu es infirmière anesthésiste diplômée d'État et tu t'intéresses Exact. depuis de nombreuses années aux facteurs humains, notamment dans des environnements particulièrement contraints qui sont ceux des soins critiques et de l'anesthésie-réanimation. Donc, en fait, il s'agit d'un domaine et d'une expertise que tu connais particulièrement bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Exactement. J'évolue dans le monde de la santé depuis une douzaine d'années maintenant et je me suis spécialisée en simulation en santé et du coup en facteurs humains. Et c'est vraiment une discipline qui me passionne et j'espère vous transmettre cette passion aujourd'hui. Donc, merci de m'accueillir avec vous. On va essayer d'appréhender les facteurs humains en santé. Donc, je voulais déjà remercier le capitaine Mandy Lambert, expert en facteurs organisationnels et humains en aéronautique, qui m'a aidé à préparer ce travail pour vous aujourd'hui. Donc, pendant cette session, je vais vous présenter le programme. On va déjà un petit peu appréhender la définition de l'erreur. On va discuter des facteurs humains, des différents systèmes de pensée et on va s'approcher un petit peu des mécanismes de prise de décision. On abordera les compétences non techniques, les biais cognitifs, qu'on mettra à profit dans une petite analyse de cas. Et ensuite, on pourra appréhender un peu les outils facteurs humains pour répondre à cette demande et enfin conclure cette session.
Donc l'erreur, elle est définie selon Reason comme des écarts qu'on appelle involontaires. Donc ça veut dire que une erreur, c'est quelque chose déjà qu'on n'a pas choisi, qui n'est pas volontaire. C'est des séquences planifiées d'activités mentales ou physiques qui parviennent pas à atteindre l'objectif désiré. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est réalisée et qui s'éloigne de l'objectif qui n'atteint pas son but. Pourquoi on s'intéresse aux erreurs? Parce qu'aujourd'hui, dans les rapports HS, d'événements désirables graves, l'erreur médicale, en tout cas, fait partie des troisièmes causes de mortalité. Elles sont à 63% évitables et 80% sont liées à un problème de communication. Donc, le facteur humain, c'est l'interaction entre l'humain dans son environnement. C'est-à-dire qu'on va regarder comment fonctionne l'humain dans un environnement qu'on appelle dynamique. Donc, que ça soit avec ses outils de travail, son organisation ou sa technique. Il a 4 composantes qu'on va essayer de détailler ensemble aujourd'hui. Donc, il y a des composantes cognitives, physiologiques, telles que boire, manger, dormir, sociologiques. On va discuter des interactions entre les individus et psychophysiologiques, tout ce qui est compréhension de la situation et de l'environnement. Donc, comme vous le voyez sur cette photo, l'humain, c'est d'abord un comportement. Et le comportement, ça va être la partie observable d'un individu. Quand on est formé au quotidien dans nos formations professionnalisantes de santé, on va créer des comportements pour développer après ce qu'on appelle des compétences. L'humain fonctionne aussi avec un fonctionnement cognitif, donc on a déjà un petit peu appréhendé ça avec Bastien, la dernière fois. Votre cerveau, il dispose de 2 systèmes de fonctionnement. On va parler d'un fonctionnement qui est dit automatique et l'autre qui va être plutôt réflexif. Donc dans ce système, il y a le système 1 qui va être plutôt, du coup automatique et le système 2. Donc au quotidien, vous pensez tous être des êtres, réfléchis, qui sont dans l'analyse et cetera, mais pas du tout. Tout le processus de prise de décision démarre sur le mode qu'on appelle automatique. Donc votre mode automatique, c'est un cerveau qu'on a depuis la nuit des temps, qui fonctionne depuis, le début de toute la réflexion de l'humain, qui est basé sur, l'émotion, d'accord? Et sur, la rapidité de la réponse. C'est une réponse qui est très facile, qui est disponible à l'instant T et qui demande très, très peu d'énergie. C'est-à-dire que c'est quand vous mettez le pied sur le frein, quand une voiture arrive, vous avez déjà mis le pied sur le frein avant de comprendre qu'une voiture arrivait sur votre droite, tout simplement. Quand on a un système de pensée qui devient un peu plus complexe à analyser, il y a le système 2 plutôt analytique, qui est assez consommateur d'énergie, qui est assez lent, qui va se mettre en action à ce moment-là. Pendant longtemps, donc ça, c'est des travaux qui sont tirés de Daniel, Kahneman sur les 2 systèmes de vitesse de pensée. On pensait que le système automatique était basé dans le cerveau, ce qu'on appelle, plutôt reptilien, dans les fonctions de survie basiques et dans le système limbique avec les émotions et qu'au niveau du cortex, on avait le système 2 qui rentrait en action. Les travaux d'Olivier Houdet sur, le cerveau de l'inhibition ont montré aujourd'hui qu'au niveau de l'imagerie cérébrale, quand on prend une décision, en fait, ça s'allume un petit peu partout dans notre cerveau. C'est-à-dire que on va essayer de contrôler en tout cas notre émotion et notre système de réponse rapide pour développer une analyse avant de prendre une décision et de se mettre en action. Donc comme je vous l'ai dit, le processus de décision, il démarre toujours sur le mode automatique et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on ne pourrait pas fonctionner au quotidien sur un mode analytique permanent. Quand vous commencez une formation, que vous apprenez en tout cas quelque chose, que ce soit un métier ou que ce soit à conduire par exemple, au début, vous êtes très fatigué parce que c'est très, très, très énergivore, hein. Puis vous développez des automatismes de réponse, des systèmes cognitifs qui vont vous permettre d'aller plus vite et d'avancer et de progresser plus rapidement. Aujourd'hui, un médecin généraliste qui voit 35 patients par jour, hein, il ne pourrait pas à chaque fois faire une analyse. Il va développer des mécanismes cognitifs qui vont lui permettre de voir beaucoup de patients et de faire des analyses, en tout cas, plus rapides, qui lui consomment moins d'énergie pour pouvoir tenir sa journée. En revanche, le système analytique, il est là aussi pour nous alarmer et nous dire: «Attention, à ce moment-là, les enjeux, ils sont très, très complexes. Il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, quelque chose de nouveau, donc je vais me mettre en action pour t'aider à comprendre la situation et à prendre la bonne décision en fonction des enjeux qui sont élevés, de la complexité et des délais qui me permettent de le faire». Donc votre cerveau, c'est aussi un fonctionnement qu'on appelle, psychophysiologique et sociologique, autour des compétences qu'on appelle non techniques. On a discuté tout à l'heure des comportements, donc les comportements qu'on va vous former en formation vont développer des compétences. Donc la compétence, ça va regrouper les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc les savoirs, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, hein, d'accord? Les savoir-faire, ça va être tout ce qui est technique, hein, comment je pose ma voie de perfusion, le matériel dont j'ai besoin, le geste en lui-même. Et les compétences non techniques, ça va se regrouper sur tout ce qui est savoir-être. Les savoir-être, c'est comment je me comporte en situation d'environnement de travail dynamique. Donc, en anesthésie, on s'est plutôt intéressé aux compétences, ce qu'on appelle psychosociales, les anesthésia non technical skills, qui vont un petit peu regarder notre rapport à l'individu, les autres et l'environnement de travail, en situation plutôt dynamique et évolutive. Le but des compétences non techniques, c'est qu'elles soient du coup mesurables et qu'elles soient entraînables par la formation, notamment par la formation en simulation. Donc, je vous ai remis le détail de l'ANTS.
ici, donc je vous l'ai remis également en français, les 4 compétences qu'on va un petit peu regarder, en anesthésie et dans le quotidien, dans nos formations, c'est le travail d'équipe, hein. Comment je vais coordonner mes activités avec mes membres de l'équipe, comment on va échanger des informations, comment on va utiliser le gradient hiérarchique pour fonctionner et comment on va pouvoir soutenir les autres et les amener finalement à réaliser l'action tous ensemble. Ensuite, il y a la gestion des tâches, comment je planifie, comment je prépare, comment j'organise mes priorités et comment j'identifie et comment j'utilise mes ressources, qui est un point assez clé dans toutes les prises en charge de situations d'urgence aujourd'hui. C'est comment j'identifie mes ressources, comment je les utilise et comment je les répartis au sein de ma situation. Il y a la conscience de situation qui va nous permettre de comprendre une situation, de l'analyser et de nous mettre en action au regard de cette situation. Et bien sûr, la prise de décision. Donc, la prise de décision, elle va regrouper différents éléments qu'on va un petit peu analyser aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser au mécanisme de la prise de décision. Donc, la prise de décision, c'est tout votre mécanisme cognitif qui va vous permettre de choisir une solution parmi d'autres pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors, bien sûr, cette prise de décision, elle est différente en fonction des choses qui sont dans cet environnement dynamique. C'est-à-dire, en premier, ça va être votre émotion. L'émotion, on va dire qu'elle est, votre prise de décision est faite sur une émotion. C'est l'émotion qui détermine la prise de décision. Aujourd'hui, quand vous prenez des caractéristiques, si vous choisissez entre 2 pulls aux caractéristiques identiques, ce qui va vous faire déclencher la prise de décision sur tel pull, c'est par exemple le bleu à la place du rouge, parce que c'est l'émotion qui va déclencher votre décision, même aux techniques comparatives équivalentes. Donc le niveau de risque, c'est est-ce que ma prise de décision va avoir une conséquence très importante sur mon patient? Ce niveau de risque va entraîner un niveau de stress et du coup va altérer mes capacités à prendre ma décision. Ma contrainte temporelle, évidemment, que j'ai 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ou 2 ans pour prendre une décision, ça va bien évidemment changer la donne et ma capacité d'analyse. Son irréversibilité, si la décision que je prends pour mes patients entraîne sa survie, Merci. évidemment, pardon? Excusez-moi? Tu veux que je Non, non, c'est bon, L'incertitude. Caroline. Pardon, excusez-moi. Et l'incertitude des informations disponibles, hein. Il est toujours plus difficile de prendre une décision quand on n'a pas toutes les informations disponibles à ce moment-là pour prendre la meilleure décision possible. La conscience de situation, c'est un élément qui est très, très intéressant et qui est aujourd'hui, on va dire, la cause de beaucoup d'événements indésirables graves, en santé. La conscience de la situation, c'est 3 composantes. C'est la perception. En premier, c'est: «Est-ce que j'ai vu?» Donc si on prend une situation assez classique Tu m'entends? de saturation en oxygène, on mesure la saturation en oxygène du corps humain lors d'une prise en charge. Donc, la norme de cette saturation, c'est entre 95 et 100. Si j'ai une saturation qui s'affiche à 80 sur mon écran, déjà la perception, c'est: «Est-ce que j'ai vu?» Si je suis tournée à l'écran, je ne peux pas voir que ma saturation est à 80 et qu'elle n'est pas à 95. Donc déjà, est-ce que je l'ai vu? Ensuite, je l'ai vu, très bien, j'ai vu l'information. Ensuite, ça va être la compréhension. Est-ce que j'ai compris qu'une saturation à 80, ça entraîne une détresse respiratoire pour mon patient? Si j'ai pas compris, je ne peux pas aller sur la projection. La projection, ça va être ma mise en action. J'ai compris que mon patient était en détresse respiratoire, donc je vais me mettre en action, lui apporter une oxygénation et je vais ensuite repartir à ma perception de base, c'est-à-dire, est-ce que l'oxygène que j'ai mis en place va remonter ma saturation? Et ça, c'est fondamental au quotidien parce que si j'ai pas vu, je peux pas comprendre et surtout votre cerveau ne peut pas se mettre en action sans avoir compris. C'est ce que vous remarquez un petit peu quand vous faites, de l'enseignement avec vos étudiants. Vous remarquez quotidiennement que les étudiants ont du mal à se mettre en action quand ils n'ont pas compris l'information, quand ils n'ont pas compris ce qu'on attend d'eux. Donc la compréhension, c'est fondamental et c'est ce qui fait que dans une même pièce, on peut avoir tout un tas de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants et qui fait qu'on perd un patient aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu la même conscience de la situation. Donc non seulement il faut l'avoir et aussi il faut la partager. Parce que où je suis dans ma pièce, je ne vois pas la même chose, je ne perçois pas les mêmes éléments que quelqu'un d'autre. Parfois, on parle de la même chose et on ne regarde pas dans le même sens et inversement. Donc quand on parlait d'émotion et de fatigue tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que l'émotion, où je suis dans mon émotion, va me permettre de prendre ma décision dans les meilleurs éléments possibles. Par exemple, on sait aujourd'hui dans les compétences émotionnelles que la colère, elle entraîne la prise de risque. Donc si la colère entraîne la prise de risque, si à ce moment-là, je ressens de la colère en moi, je peux prendre une décision qui amène plus de risques pour mon patient. Donc où j'en suis dans mon émotion et comment je vais faire pour travailler mon émotionnel afin de prendre la meilleure décision possible pour mon patient. Comme la tristesse, par exemple, la tristesse, elle permet de focaliser l'attention. La joie, donc elle entraîne des distractions, d'accord? Donc à partir du moment où on maîtrise toutes ces émotions et on comprend l'impact qu'elles ont sur nous, on peut travailler dessus pour les amener dans un travail plutôt pérenne pour le patient. En travail d'équipe, la colère, comme vous l'avez remarqué, la gestion de conflit, le conflit du quotidien est délétère pour le patient. Concernant la fatigue, il faut savoir aujourd'hui que quand vous faites 24 heures de garde, vous êtes équivalent à 0,8 g d'alcool dans le sang. C'est-à-dire que sur le papier, vous ne pouvez pas conduire. Par contre,
on vous permet d'opérer des patients, de les endormir, de les prendre en charge. Donc, on tolère dans notre système de santé que les soignants qui y travaillent avec une fatigue qui est accumulée et pour laquelle on ne permettrait pas de conduire sur la route parce qu'on estime que c'est dangereux. La fatigue, ça entraîne de la baisse de vigilance, bien sûr, ça majore les erreurs et surtout, ça entraîne beaucoup de complexité pour les patients. On récupère moins bien l'erreur quand on est fatigué. Donc voilà à peu près comment résonne, notre cerveau, humain et bien sûr pour le complexifier, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est quoi? C'est des raccourcis, mentaux, d'accord? C'est des choses qui vont vous permettre qui vont entraîner une distorsion dans le traitement de votre information. C'est une forme de pensée qui est automatique, qui va nous permettre d'aller plus vite dans notre réflexion. Comme vous l'avez compris, notre cerveau, il est très consommateur d'énergie. Donc, vous passez votre journée à essayer de limiter cette consommation en énergie. Donc, pour ça, on crée des raccourcis par rapport à de la mémorisation, par rapport à de l'apprentissage, d'accord, au quotidien. Et on reconstruit parfois une réalité par ces biais cognitifs. Ces biais cognitifs, on y est tous soumis, déjà, premièrement, et on ne peut pas en sortir soi-même. Donc, c'est intéressant de travailler dessus pour aller contre ces biais cognitifs et prendre les meilleures décisions possibles pour les patients. Donc les biais cognitifs, ils interviennent, quand? Donc quand il y a trop d'informations. Par exemple, il y a beaucoup de multi-attentionnels aujourd'hui, les téléphones, les tablettes, les écrans. On a beaucoup, beaucoup d'informations qui arrivent à nous et à un moment donné, votre cerveau, il peut pas tout prendre en charge. Votre cerveau est capable de prendre 7 informations en même temps à la fois et après il élague. Malheureusement, quand il élague, il va élaguer sur peut-être la dernière information qui était peut-être la plus importante pour votre patient. Quand il y a trop d'informations, le cerveau, par le biais cognitif, va retenir que celles qui lui permettent d'agir à ce moment-là. Quand le contexte, il n'a pas assez de sens, vous allez créer des biais cognitifs qui vont vous redonner du sens par rapport à des expériences ou à de la mémoire. Et ensuite, quand il y a besoin d'agir vite, quand il y a besoin d'agir très, très vite et qu'on n'a pas le temps d'analyser, on va créer des raccourcis et partir dans un biais cognitif. Donc pour illustrer un peu, ce propos, je vais vous présenter une situation de soins, qui a fait l'objet d'une revue morbimortalité, à l'hôpital. Donc, c'est une situation de soins d'anesthésie et réanimation. Donc, on va parler un petit peu du contexte, hein, d'accord? Donc, c'est un patient qui est prévu aux endoscopies. Donc, les endoscopies, c'est un service de gastro-entérologie qui permet d'aller voir ce qui se passe au niveau de votre estomac et de vos systèmes digestifs, d'accord? Ce sont des procédures qu'on peut faire, qu'on fait sous anesthésie. En général, ça se fait sous sédation, d'accord? C'est une anesthésie plus légère qui, est assez courte, d'ailleurs. Donc aux endoscopies, dans cet hôpital à ce moment-là, donc les endoscopies sont un endroit délocalisé du bloc opératoire. Donc déjà, on est dans un environnement qui est assez éloigné, où les personnels sont plus isolés, d'accord? Il y a un médecin anesthésiste réanimateur qu'on appellera le MAR, un infirmier anesthésiste, donc c'est l'IAD que vous voyez sur l'écran. Donc un MAR et un IAD, c'est le binôme plutôt classique hein, pour endormir un patient en anesthésie. Il y a un gastro-entérologue qui est là pour réaliser le geste. Il y a un interne. Un interne, c'est quoi? C'est un médecin qui est en apprentissage, qui accompagne le gastro-entérologue aujourd'hui, qui est formé au quotidien dans les gestes. Et on a également une infirmière, de gastro-entérologie qui accompagne le gastro-entérologue dans toute la procédure. Voilà. Donc ça, c'est plutôt l'équipe, de base, qui est là aujourd'hui et c'est une équipe qui est en nombre, il y a pas de souci à ce niveau-là. On est sur le 4e patient de la journée, on a 5 patients à faire, ce matin-là et premièrement, l'IAD qui arrive le matin dit qu'il est très, très fatigué, qu'il a une grosse charge, émotionnelle. Voilà, qu'il est fatigué de la veille, qu'il n'est pas très en forme et il en parle à l'anesthésiste. L'anesthésiste et l'IAD se connaissent depuis très longtemps parce qu'ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans en anesthésie, réanimation. C'est une équipe qui est entraînée, qui est expérimentée. Le gastro-entérologue est là également depuis plus de 20 ans dans le service, donc c'est une équipe qui a l'habitude de prendre en charge, les patients. Donc le 4e patient est présenté. Il se trouve qu'au niveau de ce 4e patient, c'est un patient qui a un BMI à 40, c'est-à-dire qui est en obésité morbide, qui a une quarantaine d'années, qui est asthmatique, qui est fumeur et qui est très, très, très stressé par l'intervention. Ce patient doit bénéficier d'une fibroscopie, gastrique. Donc c'est une caméra qu'on va aller mettre dans l'estomac et faire des prélèvements. Donc c'est un geste qui est assez court, 10-15 minutes à peu près. Ce patient, il a déjà été récusé, c'est-à-dire qu'il est déjà venu pour cette intervention, mais il a eu un pic hypertensif et du coup, il a été récusé, c'est-à-dire qu'on l'a reprogrammé sur une autre journée en faisant un examen cardiaque. Sur cet examen cardiaque, rien n'est revenu positif, le patient a une bonne fonction cardiaque. Donc ce patient est quand même très, très, très anxieux, à l'idée de faire ce geste. Donc l'IAD va l'interroger et le patient, du coup, explique à l'infirmier anesthésiste qu'il a fumé une cigarette, il y a 1 heure et demie à peu près. Les règles de jeûne en anesthésie, c'est plutôt 6 heures. Donc l'IAD revient voir, le médecin anesthésiste et lui fait part, du coup, de son inquiétude par rapport à ce patient et par rapport au protocole d'anesthésie, proposé. Le protocole d'anesthésie proposé, c'est une oxygénation plutôt classique, sans prise en charge des voies aériennes, supérieures avec une intubation.
Et l'IAD dit au médecin anesthésiste réanimateur que par rapport au dossier du patient, lui aurait préféré qu'on fasse une intubation orotrachéale pour protéger les voies aériennes de ce malade qui est plutôt réflexogène au niveau de ses voies aériennes. Donc il y a une discussion qui s'ensuit, en parlant également de la cigarette. Le fait que le patient ait fumé entraîne lui aussi des réactions au niveau bronchique qui inquiètent l'IAD. Le médecin anesthésiste réanimateur dit à l'infirmier anesthésiste que ce patient a été staffé, c'est-à-dire qu'il a été discuté avec d'autres collègues médecins et que la procédure peut se faire par rapport à ce qui a été décidé sur les consultations et sur un ensemble collégial de médecins. Le gastro-entérologue insiste en disant que le geste doit être réalisé et que surtout ça va être un geste extrêmement rapide, que ça va très bien se passer, que ça va être rapide, qu'il n'y a pas besoin d'intervenir plus sur ce patient. Le médecin anesthésiste met en avant les risques liés à l'intubation orotrachéale pour ce patient et explique que les règles de jeûne ont changé et que maintenant on peut tolérer une cigarette à partir de 2 heures sans problème. Le patient est installé en salle et l'IA continue à amener des réticences et propose à l'anesthésiste donc on va dire, se préparer à l'éventualité d'un accident pour ce patient et c'est-à-dire d'une désaturation, c'est-à-dire d'une détresse respiratoire. Donc, il tombe sur ce qu'on appelle l'accord mutuel, donc, que vous voyez ici, qui amène à cette prise de décision. OK, on installe le patient, on fait ce qui était prévu, c'est-à-dire une oxygénothérapie classique, et on prépare tout le dispositif pour mettre en place une intubation orotrachéale si besoin. Voilà. Donc tout le monde s'installe. L'IAD, en plus, finit par donner son accord parce qu'il estime qu'il est assez, malchanceux, d'accord, dans son quotidien. Il a déjà eu beaucoup d'urgences, le week-end d'avant, donc il se dit que peut-être, effectivement, vu qu'il est un petit peu biaisé par ça, d'accord? On commence, la procédure avec ce patient et au début de la procédure, finalement, c'est l'interne de gastro-entérologie qui commence le geste et non pas le gastro-entérologue. Donc ça crée une légère tension avec, l'infirmier anesthésiste qui ne comprend pas pourquoi c'est pas le médecin senior, du coup plus expérimenté, qui commence ce geste qui lui estime être assez intense, pour ce patient. Donc, bien évidemment, le patient, présente une détresse respiratoire, donc il dépasse de 95 à 90 de saturation en oxygène puis remonte, puis après descend à 80, 50, puis 30 de saturation en oxygène. Donc 30 de saturation en oxygène, c'est une hypoxie, assez profonde, hein, c'est-à-dire une dette en oxygène assez importante pour ce patient qui risque l'arrêt cardio-respiratoire. La décision est prise, très, très rapidement, hein, d'endormir, plus profondément ce patient et de pratiquer une intubation orotrachéale. Donc il n'y a pas de perte de temps à ce moment-là. L'infirmier anesthésiste et les médecins anesthésistes réanimateurs font, la prise en charge nécessaire, intubent le patient qui a fait ce qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire que votre bronche, elle est comme ça quand vous respirez et elle se ferme d'un coup comme ça, donc l'air ne peut plus passer. Donc le patient est intubé et on met des médicaments pour relâcher la bronche à ce moment-là. Le patient est pris en charge, on appelle du renfort anesthésique, un personnel monte du bloc opératoire pour assister les collègues et le patient est pris en charge. Donc, on décide quand même de finir le geste, hein, d'accord, qui est important pour ce patient. En revanche, les conséquences pour ce patient derrière, c'est 2 mois de réanimation, pour une pneumopathie et un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Donc aujourd'hui, ce patient est sorti de réanimation et va plutôt bien, mais les conséquences ont été assez délétères, à ce moment-là. Donc, si on regarde cette situation, on va un petit peu l'analyser sous l'angle du facteur humain. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà en premier lieu sur le protocole prévu? On a déjà une pression qu'on appelle temporelle. La pression temporelle, c'est le quatrième malade de la journée et il en reste un supplément derrière. Il faut le faire et surtout, ce patient a déjà été récusé. D'accord, il a déjà été récusé, il faut absolument le faire. C'est un patient qui est en obésité morbide, qui a besoin d'une chirurgie et qui a besoin de cet examen pour la chirurgie. Donc, on a cette pression qui est temporelle. D'accord. On a l'incertitude des informations, c'est-à-dire qu'il a fumé une cigarette, les règles de jeûne ont changé en anesthésie, le MAR dit que ça a changé, l'IAN n'est pas d'accord, il n'a pas vu les nouvelles recommandations. Donc c'est un petit peu une incertitude à ce niveau-là et surtout de savoir si le patient a fumé qu'une seule cigarette ou pas, s'il nous dit la vérité. Il y a une fatigue personnelle. Donc ça, la fatigue personnelle de l'IAD, il l'avait dit le matin. Donc lui, il est biaisé et il a un petit peu de mal à réfléchir ce matin-là. Il avait demandé à l'anesthésiste de le surveiller. Donc il y a déjà une fatigue aussi qui est installée. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle comme biais cognitif le biais d'irrécupérabilité. Le biais d'irrécupérabilité, c'est quoi? On a déjà mis beaucoup de pertes et du coup, on continue dans une prise de décision parce qu'on ne veut pas perdre plus, d'accord? Donc là, le patient, il a déjà été récusé, on ne va pas le récuser une autre fois, d'accord? Donc on s'enferme dans ce biais on a déjà fait, on a déjà perdu beaucoup de choses, on ne va pas perdre plus, donc on continue dans cette mauvaise décision pour ne pas perdre encore. Et il y a le biais d'excès de confiance. Alors le biais d'excès de confiance, il est assez intéressant à utiliser. Donc comme, je vous l'ai dit, c'est un patient qui est donc, en obésité morbide et sur le CHU, c'est une équipe d'anesthésie qui a l'habitude de prendre en charge des patients obèses parce qu'ils font de la chirurgie de l'obésité au quotidien. Donc ce qui a entraîné un peu un biais d'excès de confiance. C'est-à-dire qu'on voit les risques liés à cette obésité morbide, mais on n'en a pas
forcément conscience parce qu'on a l'habitude de les prendre en charge. Donc ce sont des risques qui ne nous font plus peur. Ensuite, on peut voir un petit peu donc la sous-évaluation du risque. On est un petit peu trop en confiance et on n'évalue pas assez le risque pour ce patient-là à cet instant T, d'accord? On se cache un petit peu derrière, l'effet de staff qui a été discuté, sur ce qui a été discuté en amont, sur le patient, ça va passer, ça va bien se passer, c'est un geste rapide. On sous-évalue le risque pour ce patient à ce moment-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est je vais aller quand j'ai une décision, en tout cas quand j'ai un avis, je vais rechercher autour de moi tous les éléments et toutes les personnes qui vont aller en regard de mon avis. C'est un peu ce que vous faites dans l'amitié, quelque part. Quand vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, vous allez voir vos amis qui globalement sont d'accord avec vous et vous confirmez votre idée. Donc, on va tout le temps un petit peu chercher cette idée. C'est ce que font aussi les réseaux sociaux, qui vous proposent toujours des contenus pour lesquels vous êtes enclin à valider ces contenus-là, d'accord? On vous propose des choses toujours avec lesquelles vous êtes d'accord, pour aller dans le sens de votre avis. Du coup, ça le confirme et ça va encore accentuer cet excès de confiance. Donc là, dans cette situation, c'est du coup le MAR et le gastro-entérologue qui vont aller dans ce biais de confirmation. Oui, c'est un geste rapide. Oui, ça va aller vite. Oui, on sait faire. Oui, on maîtrise. Oui, regarde sur la consultation, on en a discuté. Donc tout va aller dans notre sens à ce moment-là. Qu'est-ce qui va nous amener ensuite à l'accord mutuel, qui va entraîner cette prise de décision? C'est le grade déjà en premier lieu, c'est le gradient hiérarchique. Il faut savoir que l'infirmier anesthésiste travaille sur prescription médicale, donc il est soumis entre guillemets à l'autorité hiérarchique du médecin anesthésiste réanimateur. On a ce qu'on appelle un droit de retrait en tant qu'infirmier anesthésiste, mais on travaille toujours en binôme et surtout sous prescription médicale. Donc ce gradient hiérarchique intervient et permet de prendre finalement la prise de décision. Il y a ce qu'on appelle les principes de bon fonctionnement contre-productif. C'est-à-dire que dans un groupe, on fonctionne plus ou moins correctement et on veut pas casser cette dynamique. On veut pas passer pour quelqu'un de pénible. On veut pas, casser l'ambiance. Donc on va continuer dans la dynamique de groupe, c'est-à-dire, bah, je vais écouter le médecin, je vais écouter ça, je vais écouter ceci, je vais écouter cela, pour ne pas casser la dynamique. Là, tout le monde est plus ou moins d'accord. Tout le monde a dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait le faire. Moi, je ne vais pas prendre le contre-pied et amener les choses. Et ensuite va intervenir le biais de négativité. L'IAD, à ce moment-là, dit qu'il est assez malchanceux, qu'il attire toujours des prises en charge à risque et que globalement, peut-être qu'il est biaisé par ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le biais de négativité, ça veut dire que le négatif a toujours plus d'impact que le positif dans votre vie du quotidien, d'accord? C'est pour ça que les fake news se propagent très, très rapidement, au quotidien et qu'on est très, 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 très harcelé par le négatif, d'accord? Le négatif entraîne toujours plus d'intensité émotionnelle que le positif. Donc, on s'en rappelle plus. Par exemple, vos parents sont venus à tous vos galas de danse pendant une quinzaine d'années, mais ils ne sont pas venus une seule fois et vous vous rappelez de cette fois-là pendant 20 ans. Voilà, on retient que le négatif. Par exemple, il faut savoir que dans le couple, il faut 5 émotions positives pour contrecarrer une émotion négative. Donc, vous voyez à peu près à quel point l'impact du négatif joue dans notre quotidien et dans notre manière de fonctionner avec les autres. Donc, du coup, ce biais de négativité va impacter l'IAD à ce moment-là. Et il va se dire, OK, je suis assez négatif, c'est toujours contre moi. Donc, finalement, je me range à la décision du médecin anesthésiste réanimateur, la décision collégiale et c'est ce qui va nous amener à l'effet indésirable. Donc comme vous l'avez vu, on va discuter un peu des décisions absurdes. Donc ça a été décrit par, Christian Morel. Donc qui analysait les interactions entre les humains. Donc il a remarqué qu'elles étaient soumises à des effets donc pervers. Donc c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans cette situation, d'accord? On retrouve, l'excès d'autorité hiérarchique, la collégialité, l'effet de majorité, le groupe qui est trop amical. Finalement là, le mari et l'Iliade se connaissent assez bien, ils se tutoient, ils ont échangé déjà sur leur vie personnelle et donc il y a un petit peu aussi le côté de ne pas vouloir vexer l'autre, de ne pas vouloir l'abîmer dans sa prise de décision. Donc le côté trop amical, on n'ose pas dire souvent la vérité à ses amis et donc dans ces cas-là, ça peut entraîner une erreur parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions pour le patient. La collégialité, c'est tout le monde est d'accord. Tous mes pairs sont d'accord avec moi. Finalement, si on est 15 à prendre, une décision, c'est que c'est la bonne. Alors qu'en vrai, peut-être pas. Les principes de bon fonctionnement, on en a parlé et du coup, c'est ne pas insister et ne rien dire si on n'est pas spécialisé. À ce moment-là, l'IAD se dit aussi: «Bon, finalement, je suis que infirmier anesthésiste, j'ai peut-être pas toutes les informations qu'a mon médecin, donc je vais pas insister parce que du coup, je peux pas lui prouver aujourd'hui que mon intuition, me dit que le patient, ça va mal se passer pour lui. Je veux pas lui prouver, j'ai pas de fait scientifique, donc du coup, je me tais et je continue dans cette mauvaise décision». Donc Christian Morel a développé ce qu'on appelle des méta-règles, c'est-à-dire ça va être des outils pour nous permettre de réduire en fait ces biais, d'accord? Et du coup de diminuer l'impact des erreurs de communication. Donc ces méta-règles, elles vont être, j'en ai choisi, quelques-unes à vous présenter, bien sûr, il y en a plein. En premier, et je pense que c'est la plus importante, c'est la non-punition de l'erreur. Dans la culture de santé qu'on a aujourd'hui, on essaye de dépénaliser l'erreur et
Pourquoi on dépénalise l'erreur? Parce que si elle n'est pas punie, du coup, l'erreur va être discutée, va être parlée et on va pouvoir développer des mécanismes qui vont répondre à cette erreur. Quand l'erreur est punie, on n'en parle pas, elle est cachée et du coup, on ne peut pas y répondre et on ne peut pas changer les choses. Ensuite, il y a tout ce qui est débat contradictoire. Ben, le débat contradictoire, c'est quoi? C'est l'avocat du diable. C'est dans une même équipe, si on est tous d'accord, et ben, peut-être qu'il faut aller creuser ailleurs et que quelqu'un doit dire, OK, moi, je prends le parti de dire que je ne suis pas d'accord et j'avance les arguments pour dire que je ne suis pas d'accord. Et en fonction de tout ça, là, on peut prendre la bonne décision parce qu'on aura tous les éléments pour la prendre en compte. On ne sera pas tous d'accord, on aura quelque chose qui va être contradictoire, qui va nous permettre d'avancer. Ensuite, on a la collégialité, donc ça rejoint le débat contradictoire, c'est-à-dire prendre les décisions à plusieurs. Prendre les décisions à plusieurs et surtout dans cette collégialité, c'est retirer le gradient hiérarchique. C'est-à-dire que le plus gradé doit donner son avis en dernier pour éliminer cet effet d'autorité. Ensuite, on a tout ce qui est renforcement linguistique et signalétique. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est ce qui commence à être fait dans les institutions, c'est développer des checklists, des outils de communication communs. Donc, pour vous donner un exemple de renforcement linguistique et signalétique, on a développé les checklists de blocs opératoires, d'accord, qui sont assez identiques dans différents hôpitaux. Cette étude de 2009, du coup, a un petit peu recensé les différentes checklists des patients opérés, d'accord. Donc, il y avait ceux qui étaient avec ou sans checklist. Et le fait d'utiliser un lexique et un langage commun a permis de diminuer de 47% la mortalité périopératoire. Et ça a diminué d'un tiers les complications. Et ça, c'est énorme. D'avoir le même langage, c'est vraiment le plus important. Parce que si vous prenez un bloc opératoire, vous avez donc un chirurgien, une infirmière de bloc, un anesthésiste, un infirmier anesthésiste, et toutes ces personnes doivent travailler autour d'une même personne, mais n'ont pas les mêmes objectifs. Moi, en anesthésie, mon objectif, c'est de maintenir les fonctions vitales d'un patient sous chirurgie, d'accord? Et un chirurgien et une infirmière de bloc, eux, leur objectif, c'est d'assurer la chirurgie. Donc, on est tous là pour le patient, mais on n'a pas les mêmes fonctions, pas les mêmes objectifs et pas les mêmes priorités. Donc, si on développe un langage commun, comme une checklist, ça nous permet du coup de travailler ensemble sur un même mode de communication et du coup de réduire la mortalité des patients. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on peut se dire que le facteur humain, il est essentiel, d'accord, pour, diminuer les erreurs et surtout améliorer la qualité des soins. Les autres outils qu'on peut avoir à disposition, c'est les débriefings d'équipe, d'accord? Quand on a une situation, critique, un événement indésirable, plus ou moins grave pour le patient, le fait d'en discuter en équipe, ça va améliorer la prise en charge des patients, mais surtout ça va améliorer la qualité de vie, au travail, d'accord? Si on fait le lien un petit peu avec la HAS parle dans l'erreur médicamenteuse de seconde victime. La seconde victime, c'est quoi? C'est qu'il y a une erreur, il y a une erreur pour le patient, c'est la première victime et la seconde victime, c'est le soignant. Quand je fais une erreur sur un patient, ça peut entraîner chez moi un stress post-traumatique, voire un burn-out, voire une dépression à long terme et c'est des soignants qui vont quitter le soin derrière. D'accord? Et c'est pourtant des bons soignants. Donc, il faut les accompagner parce que l'erreur, elle entraîne plusieurs victimes. D'accord? Donc, le fait de débriefer en équipe et de mettre en place des solutions, ça permet de faire du diffusing émotionnel, d'analyser une situation, pardon, et de créer des outils pour répondre à cette situation pour qu'elle ne se reproduise plus. Donc, je voulais ouvrir un petit peu cette discussion sur la résilience. Donc, la résilience, c'est un peu l'étape d'après qu'on peut travailler en simulation. C'est du coup ma capacité à faire face et à me remettre dans l'action après une erreur. C'est-à-dire bah, quand l'équipe a fait une erreur, quand je suis au fond du trou, mais comment on fait les uns les autres pour s'accompagner et travailler ensemble pour finalement arriver à bon port et finir la chirurgie, finir la prise en charge de ce patient. Voilà. Et ça se travaille vraiment ensemble et ça se travaille sur des équipes averties au quotidien. Donc toutes ces compétences, bien sûr, elles se travaillent, dans de la formation théorique classique, hein, mais surtout en simulation en santé et je vous invite du coup à vous intéresser à ce sujet et en tout cas, je sais que Francisco va en faire l'objet dans son prochain webinaire. Je vous remercie, de votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci Caroline. Merci pour ta présentation et surtout de l'avoir étayé à partir d'un cas concret, ce qui rend plus vivant et ce qui incarne en fait les facteurs humains. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Oui, Si vous avez bien sûr. des questions, c'est le moment de les poser parce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez approfondir ou des choses que vous n'auriez pas éventuellement compris. Si une personne veut essayer de... J'ai levé la main, mais je ne sais pas si tu le vois. Vas-y, Voilà. excuse-moi, Moi, j'ai c'est pas juste vu. une petite remarque. Moi, je suis Christophe Laine, je suis formateur sur les formations initiales infirmières. Et j'ai juste une petite question, mais du coup, vous me dites si je suis un peu à côté. En fait, finalement, on a beaucoup rédigé de protocoles pour faire des certifications, pour que tout le monde aille dans le même chemin. Et en fait, finalement, avec mes collègues, enfin certains sur certaines unités, on se rend compte que maintenant, il faut apprendre les étudiants à critiquer les protocoles finalement parce que tous les protocoles ne sont pas bons respectés, un petit peu comme dans l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire qu'il y avait un protocole et finalement il faut quand même
habituer les gens à réagir pour dire qu'un protocole, c'est pas une source, c'est pas une sécurité en soi, en fait. Et du coup, je voulais savoir, parce qu'on est quand même dans cette politique de faire beaucoup de protocoles, etc., et de les remettre à jour. Et finalement, est-ce que ça va peut-être évoluer différemment? En tout cas, je sais que nous, dans la formation, on commence à se dire qu'il faut les critiquer, enfin, apprendre aux étudiants à les critiquer, en fait. Alors, c'est pas tellement une question, c'était plutôt une remarque, mais je ne sais pas si ça rentre dans le Ouais, non, sujet. je te remercie. C'est une très bonne remarque. Après, je sais pas si c'est vraiment critiquer, mais en tout cas, c'est peut-être remettre en question les protocoles. C'est les appliquer pour avoir un langage commun, mais finalement, ton protocole, ça va être un support. Donc, c'est former les étudiants à avoir des supports, en fait, pour avoir un langage commun, mais qui va nous permettre de réfléchir à ce sujet et surtout de l'adapter à nos patients. Peut-être que c'est pas dans la critique qu'il faut les former, mais dans plutôt la réflexion autour de ce protocole et adapter à chaque situation. Oui, Peut-être pour aller un Je sais petit pas dans si. le positif et le négatif, hein, de savoir en tout cas ne pas l'appliquer si besoin et en tout cas d'y réagir, quoi, de réagir par rapport à ça. En fait, quand je fais des visites de stage, il y a Mhm, beaucoup de soignants qui nous disent il y a un protocole, mais une fois j'ai eu une mauvaise expérience, donc maintenant, en fait, finalement, je fais à ma façon. Donc on arrive toujours à des biais, en fait, où le protocole de base qui pourtant est bien n'est déjà pas mhm, respecté par rapport à ce que mhm, vous disiez, à des biais, des émotions, des réactions mhm. qui sont antérieures, en fait. Donc je trouve Après, que là, c'est ce un qui serait chantier assez difficile. Pardon. Bah, franchement, vous avez raison, c'est difficile, mais après, il faudra peut-être se poser la question dans ces situations, de faire de l'analyse de pourquoi le protocole n'est pas utilisé et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et de comprendre le mécanisme cognitif des personnes qui vont utiliser ce protocole. Parce que s'il a été utilisé, mal utilisé et qu'après il n'est plus utilisé, il y a un problème après à ce moment-là. Donc, c'est savoir se remettre en question sur nos protocoles régulièrement et travailler sur le mécanisme cognitif qui a conduit à l'utilisation ou non de ce protocole. Peut-être qu'on peut discuter là-dessus. Ouais, Oui, merci. Christophe, juste pour aller un tout petit peu plus loin, ce dont parlait Caroline par rapport à la réflexion de Morel, qui tourne autour du débat contradictoire. Et en Mhm. effet, à mon avis, appliquer un protocole pour appliquer un protocole, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Normalement, le protocole, il est là fait pour juste guider un petit peu la prise de décision. Mais ce qui va re-questionner en fait le protocole, c'est le débat contradictoire, c'est-à-dire ce Mhm. gratte-poil dans un service qui va voilà qui va re-questionner le protocole et le sens en fait qu'on a dans ce protocole. Bah, et surtout après peut-être aussi inscrire le protocole dans un environnement dynamique. Parfois, on a des protocoles aussi qui datent de plusieurs années, qui n'ont pas été réactualisés. Et peut-être qu'il faut inscrire les protocoles dans un environnement dynamique et pourquoi pas les adapter aussi à différents types de situations qu'on rencontre le plus régulièrement. Faut le contextualiser quoi. Exactement. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? N'hésitez pas à prendre la parole. Mais c'est parce qu'ils étaient passionnés, Franck. Ils sont encore subjugués par cette présentation. C'est pour ça. Ça va venir. Moi, j'ai une question. Vous êtes médecin, Caroline? Vous êtes, j'ai pas entendu En votre fait, question. pardon, moi du tout. Non, non, je suis infirmière anesthésiste de formation. D'accord, très bien. Donc, j'ai été formée à la PHP et j'ai travaillé pendant 12 ans à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Tout à fait. Très bien. Et je me C'était. suis formée en Pardon. Non, non, je vous écoute. Et je me suis formée ensuite en facteur humain et compétences non techniques. J'ai repassé un DU à l'université Paris-Saclay et je me suis également formée en tant que formatrice en simulation à l'université Paris-Saclay. Très bien. C'était très, très bien fait. C'était très abordable. Vraiment, bravo pour ce travail. Merci. C'est très gentil, je vous remercie. C'était un plaisir d'animer cette thématique. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, le facteur humain. Et je suis persuadée que si on arrive à le diffuser autour de nous, on aura une amélioration de la qualité des soins, mais surtout de la qualité de vie des soignants au travail. Moi, le facteur Et humain m'a apporté une autre dimension dans le soin, vraiment. Caroline, tu as une question d'Emmanuel et puis de Céline Gros. Oui. Oui, Emmanuel? bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention qui était très claire et très éclairante. Donc moi, je suis formatrice à l'IFSI Paris. Je m'occupe des questions des unités d'enseignement de gestion des risques et de qualité. Donc je vais m'inspirer largement pour compléter mes enseignements de votre présentation. Euh, c'est plus une réflexion qu'une question, mais tout ce que vous avez évoqué aussi me fait penser au raisonnement clinique.
qui est aussi essentiel enfin, la prise de conscience du raisonnement clinique pour nos étudiants et le lien qu'on peut en faire avec la qualité, la gestion des risques et voilà, donc je m'en servirai pour mes parce que je suis jeune formatrice et voilà, je prends les sources qui me semblent les plus abordables pour les étudiants. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et en tout cas, vous verrez que c'est assez passionnant d'utiliser le facteur humain en pédagogie parce que ça va nous ouvrir énormément, énormément de choses. Moi, depuis que je fais de la pédagogie et que j'essaye de comprendre le fonctionnement cognitif des étudiants que j'ai en face de moi en fonction de leur parcours, de leur expérience, ça me permet vraiment d'aller plus en profondeur sur les contenus que j'apporte. Parce que souvent, on est biaisé en fait parce qu'on pense, par notre expérience de soignant, et on ne se remet pas à leur niveau et comprendre leur processus cognitif de par la base et de comment fonctionne leur cerveau, ça nous permet d'être plus pertinents dans les apprentissages qu'on veut leur transmettre. Caroline, tu as une question qui vient directement du Soleil, du CHU de Nice, de monsieur ou Avec madame plaisir. Colomb, Rémi. Je vous laisse la parole. Ouais, je suis désolé, on n'a pas trop de soleil aujourd'hui. Ah, Donc, bah moi, non je vous non l'envoie plus. quand même. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Moi, j'avais une question sur le côté transposition, simulation. Tout ce qui est Oui, procédural, c'est observable, on a les grilles d'évaluation. Là, oui, le problème, c'est qu'on va faire une séance de simulation avec 4-5 personnes. Chacun va raisonner oui, de manière un peu différente. Ça va évoluer pendant les 5-6 minutes de mise en situation. Donc, finalement, du coup, c'est pas évaluable par les bien sûr que si. observateurs. Donc, Oui. Les compétences non techniques, elles sont évaluables. Si vous prenez la grille ANTS, Anesthesia Non-Technical Skills, vous avez en tout cas toutes les grilles d'évaluation disponibles pour évaluer les compétences non techniques. Et ça, vous allez après l'analyser pendant votre débriefing. Vous choisissez, entre guillemets, ouais, différentes thématiques à aborder. Pardon, oui. non, non, allez-y. C'est dans votre débriefing que vous allez les aborder. Vous pouvez en tout cas les noter par rapport aux grilles que vous devez regarder. Et ensuite, vous allez les intégrer dans votre scénario pour les travailler et vous allez les débriefer derrière en choisissant et en leur posant des questions sur le mécanisme cognitif qui les a conduits à cette prise de décision. Et vous allez pouvoir travailler le non technique à ce moment-là. Oui, Je ne c'est sais pas si ça essentiellement au répond à niveau votre du question. débriefing via les questions qu'on les aborde. Alors, c'est vraiment au niveau des débriefings, mais c'est surtout à la construction de vos scénarios et au rôle que vous allez les donner à votre facilitateur et comment vous allez orienter votre scénario. Parce que si vous voulez travailler telle ou telle compétence non technique, il faut l'intégrer à votre scénario d'emblée. Et c'est la manière dont vous allez aiguiller votre scénario qui va déjà travailler cette compétence et ensuite on va la débriefer. Si vous ne l'inscrivez pas tout de suite dans votre scénario de simulation, vous ne pourrez pas la débriefer derrière. Il faut amener les gens à vivre en tout cas cette situation. Donc, il y a déjà ce premier élément-là et après on peut le faire aussi en direct, c'est-à-dire on voit cette compétence non technique qui pour nous a besoin d'être discutée et de redonner des apports et à ce moment-là, on va la prendre au débriefing en leur demandant entre guillemets comment eux en sont arrivés là et c'est vous qui allez détailler ça. C'est vraiment sur le Moi, je, travail effectivement du débriefing et de la construction du scénario. ouais, je me suis peut-être mal exprimé, mais effectivement, compétence technique, mais c'était surtout sur les biais. Parce que les biais, vous n'allez pas pouvoir Ah, les sur les préjuger. biais, pardon. Excusez-moi. Bah, en fait, les biais, vous les analysez à ce moment-là. Elles sont en lien avec vos compétences non techniques. Quand vous connaissez un petit peu les biais qui existent, vous allez les amener en tout cas à avoir une prise de recul sur leurs biais et les amener dessus. Parce Ouais, que c'est sur finalement, le les biais, ils couteau. interviennent dans le mécanisme de prise de décision. Donc, quand vous voyez, en fait, quand vous analysez qu'est-ce qui a permis de prendre leur décision, quand ils vont vous dire, bah là, j'avais pas les informations, là, j'ai pas compris ce qu'on m'avait dit, vous allez pouvoir identifier tel ou tel biais. OK. Donc, si tu n'avais pas assez d'informations, tu as choisi plutôt ce biais-là, tu as pris la confirmation de ta mémorisation intérieure et tu as intervenu comme ça. C'est vous qui allez faire l'analyse et qui allez après leur transposer. Eux, ils viennent pas finalement pour comprendre les biais, c'est à vous de les analyser, de les retranscrire via les compétences non techniques. Ok, merci. Merci à vous. Emmanuel, tu as encore une question ou tu as oublié de baisser ta main? Oui, j'ai oublié de baisser ma main. Je n'ai plus Ah de bah, questions. Merci. merci. Y a-t-il encore, on peut en prendre une question? Oui, bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis là avec deux de mes collègues. On travaille à la fondation et nous, on travaille en EAJE. Donc, nous, on s'attendait à connaître la pédagogie de l'erreur en général. Et malheureusement, on a raté un peu le début du webinaire. Du coup, on essaye de prendre, c'était très intéressant malgré qu'on n'est pas vraiment concerné par les soins à l'hôpital. Mais voilà, c'était pour dire que
C'était dommage qu'on avait raté le début de votre présentation. Pas d'inquiétude par rapport à ça, puisque le webinaire sera mis en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation, ce qui vous permettra de reboucler avec ce que vous avez loupé. Ok, très bien. Merci. Merci. Eh bien, on va peut-être conclure, parce qu'il est déjà 1 heure. Merci à toi, Caroline, d'avoir pris ce temps pour nous faire partager à la fois ton expérience et puis ta connaissance des facteurs humains. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous donne rendez-vous le 10 avril prochain. Donc, c'est Francisco Guevara qui est chargé de simulation en santé qui nous fera une présentation sur la simulation et les apprentissages. Et on se retrouvera à 12h15 pour 45-50 minutes d'échange. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.